Aujourd'hui, je vous lance un vrai défi car dans cette vidéo, vous allez devoir répondre à 15 questions de trading réparties en 3 niveaux de difficulté avec 5 questions par niveau. Et le but est simple, tester vos connaissances et évaluer votre niveau réel et voir si vous maîtrisez réellement les bases ou si certaines notions vous échappent encore. Et pour ce format donc un peu unique, vous pourrez utiliser les nouvelles fonctionnalités de quiz intégrées à la vidéo en cliquant directement sur la réponse qu'il vous semble correcte. Et bien sûr, mais si vous voulez donc jouer jusqu'au bout, vous pouvez donc aussi prendre une feuille, vos notes ou simplement compter vos points au fur et à mesure et à la fin de la vidéo, m'écrire en commentaire avec votre score final. Chaque question sera énoncée 2 fois et vous aurez donc ensuite 20 secondes pour y répondre. Et après ça, je vous dévoilerai donc la bonne réponse et en vous expliquant donc bien sûr pourquoi certaines propositions étaient fausses et surtout pourquoi une seule était la bonne. Mais attention, ici le but n'est pas de vous comparer aux autres, ce n'est pas une compétition, c'est un challenge avec vous-même. Alors bien sûr, mais soyez honnête avec vos résultats et restez concentrés et préparez-vous parce que dans quelques secondes, je vais vous partager la première question de ce grand quiz de trading première édition. Et on commence tout de suite par les 5 premières questions niveau débutant. Question numéro 1, selon les règles de la théorie de dos, quel numéro sur ce graphique marque le changement de tendance, validant donc une configuration haussière? Je répète, selon les règles de la théorie de dos, quel numéro sur ce graphique marque le changement de tendance, validant une configuration haussière? Décompte terminé et on passe directement à la correction. Alors d'abord, la réponse numéro 4 n'était pas bonne car si on efface l'évolution du marché après ce chiffre, alors la structure reste toujours baissière. Le marché continue de former des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Autrement dit, au point numéro 4, nous sommes encore dans une tendance baissière. Ensuite, la réponse numéro 2 n'était pas la bonne non plus car même si le marché donc a inscrit un sommet supérieur au précédent, cela ne suffit pas à valider une nouvelle théorie de dos haussière. Et pour donc confirmer une tendance haussière, il ne faut pas seulement un sommet plus haut, mais également un creux plus haut. La réponse numéro 1 est également fausse, car tant que le marché donc n'a pas validé son nouveau creux ascendant, aucune anticipation ne doit être prise et à ce stade, encore une fois, le marché aurait pu encore descendre bien plus bas. Et c'est donc pour cela que la bonne réponse était la réponse numéro 3 et elle représente une structure haussière conforme à la théorie de dos, puisque le marché donc forme bien un sommet supérieur au précédent ainsi qu'un creux supérieur au précédent, donc validant ainsi une configuration haussière. Bien, question numéro 2, quel est le rôle principal du money management? Premièrement, ne pas perdre tout son argent. Deuxièmement, respecter l'avantage de la stratégie. Troisièmement, augmenter son risque quand on pense avoir plus de probabilité sur un trade. Et quatrièmement, rattraper plus vite une perte après un trade perdant. Je répète la question, quel est le rôle principal du money management? Décompte terminé et on passe maintenant à la correction. La réponse numéro 1 n'était pas la bonne parce que même avec un money management professionnel, vous pouvez donc tout perdre votre argent si vous accumulez donc plus de pertes que de gains. Le money management ne sert donc pas à vous rendre invincible, ce n'est pas une protection magique et ce n'est pas quelque chose qui vous empêche de perdre de l'argent. La réponse numéro 4 est une erreur de débutant parce que en trading, vouloir rattraper un trade perdant, cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez jamais à l'avance quel trade va toucher son objectif et quel trade va toucher son stop loss. Et donc si vous commencez à modifier votre risque juste pour récupérer une perte, alors vous sortez donc complètement de la logique du plan et des probabilités et vous tombez donc bien sûr dans l'émotion. La réponse numéro 3 est aussi une erreur très fréquente chez les débutants car beaucoup pensent qu'un setup a plus de chances de réussir qu'un autre. Donc ils augmentent le risque sur ce trade. Et le problème est simple, mais comme je l'ai dit précédemment, il est impossible de savoir à l'avance avec certitude quel trade sera gagnant ou perdant. Donc même si un setup donc vous paraît meilleur qu'un autre, si vous augmentez votre risque dessus,
au-dessus, il peut perdre. Et vous prenez donc simplement une perte plus importante. Et parfois, une perte beaucoup plus violente, x2, x3, juste parce que vous étiez persuadé que ce trade allait passer. La bonne réponse était donc la réponse numéro 2, parce que le vrai rôle du money management, c'est de respecter l'avantage de la stratégie. Et un money management professionnel, c'est le fait d'avoir toujours le même risque sur chacun de vos trades, que vous ayez confiance ou non, que le setup vous plaise ou non. Et s'il respecte votre plan, alors le risque doit rester exactement le même. Et surtout, mais dans n'importe quel backtest sérieux, le risque est toujours calculé avec la même unité. Et donc si en réel vous commencez à augmenter votre risque parce que vous sentez mieux ce trade, un setup ou un autre, alors vous sortez du cadre testé et à partir de là, vous ne produisez plus des résultats intéressants statistiques mathématiques, vous produisez des résultats complètement aléatoires. Bien, question numéro 3, que signifie une corrélation de plus 75 entre deux actifs? Premièrement, les deux actifs évoluent généralement dans le même sens, avec une corrélation positive assez forte. Deuxième réponse, les deux actifs évoluent généralement au sens opposé, avec une corrélation négative forte. Troisième réponse, les deux actifs n'ont presque aucun lien entre eux dans leur mouvement. Et quatrième réponse, les deux actifs évoluent de manière totalement identique, sans aucune différence. Alors, la réponse numéro 2 n'était pas correcte car une corrélation positive de plus 75 ne signifie pas que deux actifs évoluent au sens opposé. Au contraire, lorsqu'une corrélation est positive, cela indique que les deux actifs ont tendance à évoluer globalement dans la même direction. Et une évolution donc opposée correspondrait plutôt à une corrélation négative comme moins 75. Par exemple. La réponse numéro 3 n'était pas bonne non plus car une corrélation de plus 75 montre justement qu'il existe un lien relativement fort entre les deux actifs. Et une corrélation donc proche de 0 aurait oui indiqué une absence de corrélation et de relation claire, mais ici avec plus 75%, on ne peut pas dire que les mouvements sont indépendants. La réponse numéro 4 est également fausse car une corrélation de plus 75 ne veut pas dire que les deux actifs évoluent de manière totalement identique. Cela signifie simplement qu'ils évoluent souvent dans le même sens, mais pas de façon parfaite. Et pour parler donc d'une évolution identique parfaite, il faudrait une corrélation de plus 100. C'est donc pour cela que la bonne réponse était la réponse numéro 1, car une corrélation de plus 75 signifie que les deux actifs évoluent généralement dans le même sens, avec une corrélation positive assez forte. Cela donc indique simplement un lien clair entre les deux mouvements, sans pour autant signifier qu'ils bougent exactement de la même manière à chaque instant. On continue et question numéro 4, quelle est l'interprétation psychologique la plus juste de cette bougie japonaise à la clôture? Premièrement, la pression acheteuse est supérieure car le marché a clôturé au-dessus de son prix d'ouverture. Deuxièmement, la pression vendeuse est supérieure car le marché a fortement rejeté les prix hauts avant la clôture. Troisièmement, la bougie annonce directement un retournement baissier du marché. Et quatrièmement, la bougie annonce directement une future phase de consolidation. Je répète la question, quelle est l'interprétation psychologique la plus juste de cette bougie japonaise à la clôture? Alors, la réponse numéro 1 n'était pas la bonne car même si la bougie clôture bien au-dessus donc de son prix d'ouverture, cela ne signifie pas à dire que la pression acheteuse est supérieure et en effet donc ici, ce qui compte donc surtout c'est la grande mèche supérieure qui nous montre que les acheteurs ont bien donc tenté de pousser le prix vers le haut mais que cette hausse a ensuite donc fortement rejeté avant la clôture et en d'autres termes, le marché a terminé au-dessus de son ouverture mais il a surtout montré une difficulté claire à observer ces prix les plus hauts. La réponse numéro 3 n'était pas correcte non plus car une seule bougie ne permet pas à elle seule de valider donc directement un retournement baissier du marché. Et cette bougie peut montrer donc un signal de rejet, un affaiblissement ou une pression vendeuse sur donc les prix hauts, mais elle ne suffit pas à confirmer à elle seule donc un changement complet de direction. Et par contre, mais pour parler d'un retournement, il faudrait davantage de contexte, de structure ou une continuation simple sur les bougies suivantes. La réponse numéro 4 est également fausse car cette bougie n'annonce pas
directement une future phase de consolidation et là encore, une seule bougie ne permet pas d'affirmer avec certitude que le marché va rentrer dans une phase de range ou une phase d'hésitation prolongée. Et elle montre simplement une réaction donc précise à l'instant présent, mais pas une suite obligatoire de marché. C'est donc pour cela que la bonne réponse était la réponse numéro 2, car malgré une tentative haussière des acheteurs, les vendeurs ont fortement rejeté les prix hauts avec la clôture et la grande mèche supérieure donc traduit une pression vendeuse plus marquée sur la fin des bougies. Et c'est donc pour cela que la bonne réponse était la réponse numéro 2, car malgré donc une tentative haussière des acheteurs, les vendeurs ont fortement rejeté les prix hauts avant la clôture. Et la grande mèche donc supérieure traduit donc une pression vendeuse plus marquée donc sur la fin de la bougie, ce qui fait de cette lecture la plus juste d'un point de vue psychologique à l'instant présent. Bien, on en voit la suite et question numéro 5, si les prévisions d'une annonce économique sont positives, que peut-on donc réellement en déduire sur l'évolution du prix avant sa publication? Premièrement, le marché a plus de chances de monter car une prévision positive favorise généralement une réaction acheteuse. Deuxièmement, le marché a plus de chances de baisser car les annonces économiques positives provoquent souvent un mouvement inverse. Troisièmement, le marché va forcément devenir haussier à court terme car les opérateurs anticipent déjà une bonne publication. Et quatrièmement, il est impossible de prévoir avec fiabilité le résultat sur le graphique uniquement avec les prévisions, car trop de facteurs aléatoires rentrent en jeu. Alors, la réponse numéro 1 n'était pas la bonne car des prévisions positives ne signifient pas donc forcément et automatiquement que le marché va monter. Et beaucoup de débutants pensent qu'une bonne prévision doit forcément entraîner une hausse, mais en réalité, le marché ne réagit pas simplement au fait qu'une annonce soit positive. Ce qui compte, c'est aussi la manière dont ces données vont être interprétées par les intervenants et surtout donc si elles sont jugées suffisantes ou non par rapport aux attentes réelles du marché. Maintenant, la réponse numéro 2 n'était pas correcte non plus car il n'existe pas donc de règle disant qu'une annonce économique positive doit forcément produire l'inverse. Alors oui, il arrive qu'un bon chiffre donc fasse baisser le marché, mais ce n'est pas parce qu'il est positif, c'est simplement parce que parfois le marché attendait encore mieux ou parce que simplement d'autres éléments influençaient les réactions au même moment. Et penser qu'il faut vendre automatiquement parce qu'une annonce semble trop évidente serait donc une erreur. La réponse numéro 3 est également fausse car même si le marché donc peut parfois anticiper une partie des attentes avant la publication, cela ne veut pas dire qu'il va forcément commencer à monter de manière exploitable avant la news. Et donc, mais une anticipation partielle peut être déjà intégrée au prix, être invalidée au dernier moment ou être simplement complètement, totalement écrasée par la décision et la réaction finale au moment de la publication. Et par exemple, mais une anticipation partielle peut être déjà intégrée dans les prix, être invalidée au dernier moment ou être donc totalement écrasée par la réalité donc finale au moment de la publication. C'est donc pour cela que la bonne réponse était la réponse numéro 4, car il est impossible aujourd'hui de prévoir avec fiabilité le résultat sur le graphique uniquement avec des prévisions. Et en effet, mais trop de variables rentrent en jeu et les attentes réelles des intervenants, le niveau déjà anticipé dans les prix, la différence entre le chiffre attendu et le chiffre publié, le contexte global du marché, la volatilité du moment et surtout donc l'interprétation que les autres opérateurs vont avoir à l'avance ou après l'annonce. Pour les intervenants, ce résultat n'est pas assez bon par rapport à ce qu'ils espéraient réellement. Et donc à l'inverse, une annonce économique qui semble donc mauvaise peut parfois faire monter le marché à la hausse si le chiffre est finalement donc moins mauvais que ce que le marché et les autres intervenants attendaient ou redoutaient. Et c'est donc précisément pour cela qu'on ne peut pas déduire une direction fiable sur le graphique uniquement à partir des prévisions économiques. Bien, on a terminé pour les questions niveau débutant, on passe maintenant aux 5 questions niveau intermédiaire. Question numéro 6, à quoi sert le backtesting en trading? Premièrement, s'entraîner sur une période passée afin d'améliorer la maîtrise et l'exécution de sa stratégie. Deuxièmement, tester une stratégie manuellement ou de façon algorithmique pour analyser donc par exemple ses résultats sur les données passées. Troisièmement, tester une stratégie en conditions réelles en trading live afin de vérifier si elle fonctionne à l'instant présent. Et quatrième réponse, s'entraîner pour comprendre et anticiper avec précision tous les mouvements futurs du marché. Je répète la question, à quoi sert le backtesting en trading?
Alors, bien sûr, la réponse numéro 1 n'était pas la bonne, car même si le fait de revoir une période passée peut indirectement donc aider un trader à mieux comprendre une méthode, ce n'est pas la fonction principale d'un backtesting. Le backtesting ne sert pas d'abord à s'entraîner ou à améliorer son exécution, mais à tester objectivement une stratégie sur les données historiques afin de mesurer les résultats. La réponse numéro 3 n'était pas correcte non plus, car tester une stratégie en conditions réelles au moment donc présent ne correspond pas donc à du backtesting, mais soit à du trading live, soit ou éventuellement du forward testing. Et lui donc, le backtesting se fait toujours sur des données passées et non sur le marché en direct. Et pour finir, mais la réponse numéro 4 est également fausse, car le backtesting ne permet pas de comprendre ou d'anticiper avec précision tous les mouvements futurs du marché, et il ne sert pas à prédire l'avenir, mais à vérifier si une logique ou une stratégie a déjà montré un avantage sur un échantillon historique passé, et le marché donc bien sûr reste incertain et aucun backtest ne peut garantir à 100% les résultats futurs. Et c'est donc pour cela que la bonne réponse était la réponse numéro 2, car le backtesting sert à tester donc une stratégie manuellement ou de façon algorithmique afin d'analyser donc les résultats sur des données passées, et son objectif est de vérifier si une méthode a déjà présenté un avantage historique donc dans le passé, de mesurer ses performances et de mieux comprendre son comportement, et donc bien sûr de mieux aborder son trading de manière professionnelle, mais aussi d'envisager son utilisation future donc sur le trading live. Bien, question numéro 7. Que signifie un profit factor, donc facteur de profit en français, de 1,50 sur une stratégie de trading? Première réponse, la stratégie possède un taux de réussite d'environ 50%, et ce qui signifie qu'elle gagne un trade sur 2 en moyenne. Deuxième réponse, la stratégie génère 1,50 plus de gains que de pertes, et ce qui signifie qu'elle produit davantage qu'elle ne perd. Troisième réponse, la stratégie risque en moyenne 1,50% de son capital sur chaque position, et ce qui reflète son niveau d'exposition. Et pour terminer, quatrième réponse, la stratégie rapporte en moyenne 1,50% par trade, et ce qui montre une performance régulière dans le temps. Maintenant, je répète la question: que signifie un profit factor, un facteur de profit donc en français, de 1,50 sur une stratégie de trading? Bien, la réponse numéro 1 n'était pas la bonne, car le profit factor ne correspond pas au nombre de trades gagnants par rapport au nombre de trades perdants. Donc ça, c'est plutôt le taux de réussite de la stratégie, aussi appelé le win rate. Et une stratégie peut très bien avoir un profit factor de 1,50 avec un win rate très faible, comme elle peut simplement aussi l'avoir avec un win rate plus élevé. Et tu vas le comprendre, mais ici, on ne parle pas donc de nombre de trades gagnants, mais du rapport entre les gains et les pertes. Ensuite, la réponse numéro 3 n'était pas la bonne non plus, car un profit factor de 1,5 n'a rien à voir avec le pourcentage de capital risqué sur une position, et le risque par trade lui concerne le money management, alors que le profit factor est une donnée statistique qui sert donc simplement à comparer combien la stratégie a gagné au total par rapport à combien elle a perdu au total. Tu t'en doutes aussi, mais la réponse numéro 4 est également fausse, car le profit factor ne veut pas dire que la stratégie rapporte en moyenne 1,50% par trade, car ce n'est ni un rendement fixe, ni une moyenne de pourcentage par position. Et c'est uniquement un ratio entre les gains bruts et les pertes brutes de la stratégie. C'est donc pour cela que la bonne réponse était la réponse numéro 2, car un profit factor de 1,50 signifie que la stratégie génère 1,50 fois plus de gains que de pertes. Et en d'autres termes, les gains bruts de la stratégie représentent 1,50 ses pertes brutes, et cela veut donc dire qu'elle gagne globalement plus qu'elle ne perd, même si à lui seul, ce chiffre ne suffit pas pour juger toute la qualité d'une stratégie de trading. On enchaîne, et question numéro 8, quel est le nom de cette figure chartiste? Réponse numéro 1, le triangle descendant. Deuxième réponse, cette figure ne correspond à aucune des figures mentionnées. Troisième réponse, le triangle ascendant. Quatrième réponse, l'épaule tête épaule inversée. Je répète la question, quel est le nom de cette figure chartiste?
Alors, sur cette question, je vous ai fait un petit piège et vous allez le voir, mais la réponse numéro 1 n'était pas la bonne, car un triangle descendant se forme avec une résistance oblique descendante et un support horizontal. Alors, même si oui, la tendance en cours est bien baissière, cela ne suffit pas à valider cette figure, car ici, la structure ne respecte pas les critères donc précis d'un triangle descendant. Tu t'en doutes aussi, mais ce n'est pas non plus la réponse numéro 4, car une épaule tête-épaule inversée est une figure composée de 3 creux avec 2 creux relativement proche et celui du milieu donc plus marqué que les autres. Or ici cette construction n'apparaît pas sur le graphique, donc cette figure n'est pas un épaule tête épaule inversé. Et ce n'était pas non plus la réponse numéro 3, car un triangle ascendant se forme généralement avec une résistance horizontale, un support oblique haussier dans une logique de compression orientée vers le haut. Et ici, non seulement la structure ne respecte pas ces critères, mais en plus, l'impulsion qui précède la figure est baissière. Et donc, on ne peut pas parler d'un triangle ascendant qui est lui une figure de continuation haussière. C'est donc pour cela que la bonne réponse était la réponse numéro 2, car cette figure ne correspond à aucune des figures mentionnées. Alors, et oui, attention, beaucoup de personnes aujourd'hui jugent mal l'efficacité des figures chartistes, alors qu'aujourd'hui, certains modèles mathématiques ou algorithmiques ont justement montré qu'elles pouvaient donc avoir un réel avantage sur les marchés. Et généralement, mais le vrai problème, ce n'est pas forcément la figure en elle-même, mais le fait que beaucoup de traders les utilisent mal ou simplement ne savent pas valider correctement tous les critères nécessaires pour en tirer son véritable avantage. Question numéro 9. À quoi correspondent les swaps, les rollovers de 23 heures sur une position de trading conservée ouverte? Première réponse, il s'agit d'un intérêt positif ou négatif appliqué lorsqu'une position reste ouverte au passage de la journée suivante. Deuxième réponse, il s'agit d'une commission prélevée par le broker à chaque ouverture de trade, donc quel que soit l'horaire. Troisième réponse, il s'agit d'un spread qui augmente automatiquement à 23 heures sans lien avec la durée de conservation d'une position. Et quatrième réponse, il s'agit d'un signal indiquant un changement de session et ce qui rend donc un retournement plus probable. Alors, quelle est la bonne réponse? Alors d'abord, la réponse numéro 2 n'était pas la bonne, car les swaps et les rollovers ne correspondent pas à une commission fixe prélevée à chaque ouverture de trade, et une commission peut exister selon le broker, mais ici on ne parle pas de coût d'exécution, on parle d'un ajustement qui s'applique uniquement si la position reste ouverte au moment du passage à la journée suivante. La réponse numéro 3 n'était pas correcte non plus, car même si le spread peut parfois s'élargir à certains moments de la journée, cela n'a rien à voir avec la définition du swap, et le swap ne correspond pas à l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, mais c'est un ajustement appliqué sur une position conservée ouverte après l'heure du rollover. La réponse numéro 4 est également fausse, car le rollover de 23 heures n'est pas donc un signal technique ni une information permettant d'anticiper un retournement de marché. Et ce n'est pas un élément de lecture graphique, c'est simplement un mécanisme lié au fait de garder une position ouverte d'un jour à un autre. C'est donc pour cela que la bonne réponse était simplement la réponse numéro 1, car les swaps, ou aussi donc appelés rollovers de 23 heures, correspondent à des intérêts positifs ou négatifs appliqués lorsqu'une position reste ouverte au passage donc de la journée suivante. Et selon l'actif tradé, le sens de la position et les conditions du broker, vous pouvez donc soit payer un coût, soit recevoir un crédit, et en d'autres termes, garder une position ouverte après cette heure peut avoir un réel impact direct sur les résultats du trade, même si celui-ci n'est pas encore fermé. On continue, et celle-ci vous allez l'adorer. Question numéro 10, l'analyse technique ou l'analyse fondamentale vous donne-t-elle à elle seule plus de chances de réussir en trading? Première réponse, l'analyse technique vous donne plus de chances de réussir alors que l'analyse fondamentale n'apporte pas de véritable avantage. Deuxième réponse, l'analyse fondamentale vous donne plus de chances de réussir alors que l'analyse technique n'apporte pas de véritable avantage. Troisième réponse, en combinant l'analyse technique et l'analyse fondamentale, vous augmenterez donc forcément vos chances de réussir. Et quatrième réponse, aucune de ces deux méthodes d'analyse ne constitue à elle seule un avantage, car ce sont simplement des outils de lecture de marché. Bien.
J'espère que vous êtes restés concentrés car la réponse numéro 1 n'était pas la bonne, car l'analyse technique à elle seule ne vous donne pas automatiquement plus de chances de réussir, et ce n'est pas parce qu'un trader utilise des graphiques, des structures ou des niveaux techniques qu'il possède un véritable avantage. Et l'analyse technique est un outil de lecture mais sans méthode testée, sans cadre précis et sans validation donc statistique, elle ne garantit absolument rien. Et la réponse numéro 2 n'était pas correcte non plus, car l'analyse fondamentale donc à elle seule ne vous donne pas non plus automatiquement plus de chances de réussir. Et comprendre des données économiques et des annonces ou le contexte macroéconomique peut aider à lire le marché global, mais cela ne constitue pas un avantage en soi exploitable sans règles claires et sans stratégie et sans validation concrète. La réponse numéro 3 est également fausse, car combiner l'analyse technique ou l'analyse fondamentale ne veut pas dire que vous augmenterez vos chances de réussir sur les marchés. Et beaucoup de traders pensent que multiplier les types d'analyse rend automatiquement la personne rentable ou la lecture plus précise, mais la réalité c'est que additionner deux outils qui n'ont pas été structurés, testés et intégrés dans une vraie stratégie de trading ne crée pas un avantage par magie, et cela peut même parfois ajouter plus de confusion qu'autre chose. Et c'est donc pour cela que la bonne réponse était la réponse numéro 4, car ni l'analyse technique ni l'analyse fondamentale ne constituent à elles seules un véritable avantage. Et ce sont simplement donc des outils de lecture du marché, et en trading, ce qui crée un avantage, ce n'est pas le type d'analyse utilisé, mais la manière dont cet outil va être intégré dans une méthode claire, testée, mesurable et capable de produire un avantage statistique réel donc sur le long terme. Bien, maintenant on part directement sur les 5 questions au niveau avancé. Question numéro 11. J'ai d'un côté une stratégie de swing trading avec une moyenne de 10 trades par mois. De l'autre côté, une stratégie de day trading avec une moyenne de 30 trades par mois. Laquelle de ces deux stratégies a le plus de chances de terminer un mois en gain de façon plus régulière? La première réponse, la stratégie de swing trading, car elle permet et prend moins de positions et génère souvent moins de frais que le day trading et demande aussi moins de temps. Deuxième réponse, la stratégie de day trading, car un plus grand nombre de trades permet à l'avantage statistique de s'exprimer et de se montrer plus souvent et plus rapidement sur une période courte comme par exemple un mois. Troisième réponse, les deux ont exactement les mêmes chances, car seule la rentabilité globale compte, pas le nombre de trades exécutés. Et quatrième réponse, impossible à déterminer car le nombre de trades mensuels n'a aucun impact sur la fréquence des mois gagnants. Bien. La réponse numéro 1 n'était pas la bonne, car même si une stratégie de swing trading peut effectivement donc générer moins de frais, demander moins de temps et parfois sembler donc plus confortable à exécuter, cela ne veut pas dire qu'elle aura plus de chances de terminer un mois en gain de façon régulière. Et ici on ne parle pas donc de confort d'exécution donc qui compte dans la question, mais la fréquence à laquelle la stratégie peut faire apparaître son avantage statistique sur une période courte comme par exemple un mois. La réponse numéro 3 n'était pas correcte non plus, car le nombre de trades exécutés a justement un impact important sur la régularité donc des résultats à court terme. Et deux stratégies peuvent être rentables sur le long terme, mais celle qui produit plus d'occurrences, plus d'échantillons, plus de trades, a plus de chances de refléter ces statistiques de manière plus régulière sur une plus petite période. Tu t'en doutes maintenant, mais la réponse numéro 4 est également fausse, car le nombre de trades mensuels influence donc directement la vitesse à laquelle une stratégie peut s'exprimer, donc son avantage, et plus une stratégie exécute de positions pendant une période donnée, plus elle a de chances donc de lisser l'aléatoire court terme et simplement de faire ressortir plus souvent sa logique statistique sur une temporalité court terme. Et tu l'as compris, mais la bonne réponse était la réponse numéro 2, car une stratégie de day trading par exemple avec 30 trades par mois a plus de chances de terminer un mois en gain de façon donc plus régulière qu'une stratégie de swing trading à 10 trades par mois, à condition donc bien sûr que les deux possèdent un véritable avantage statistique. Bien. Question numéro 12, pourquoi en trading discrétionnaire, c'est-à-dire un trading où le trader prend ses décisions en fonction de son analyse, de son interprétation et du contexte, plutôt que sur des règles 100% automatiques, une personne A
peut gagner donc de l'argent alors qu'une personne B peut obtenir des résultats différents, voire même perdre sur la même stratégie, sur la même approche. Première réponse, parce qu'en trading discrétionnaire, la différence peut venir du respect du plan, de la discipline et de la capacité à prendre tous les trades prévus ou alors au contraire en manquer certains. Deuxième réponse, parce qu'un trader discrétionnaire expérimenté peut mieux contrôler le marché qu'un trader moins expérimenté. Troisième réponse, parce qu'une même approche discrétionnaire produit donc normalement les mêmes résultats, sauf si les conditions du broker changent entre les deux traders. Quatrième réponse, parce qu'en trading discrétionnaire, les résultats dépendent surtout de la chance et non de la qualité de l'exécution. Alors, on commence et la réponse numéro 2 n'était pas la bonne, car même un trader expérimenté ne peut pas contrôler le marché. Personne aujourd'hui ne contrôle le marché et un trader peut simplement au mieux appliquer sa méthode, mieux gérer ses décisions et mieux respecter son cadre. Mais il ne décide jamais de ce que va faire le marché. Maintenant, la réponse numéro 3 n'était pas correcte non plus, car une approche discrétionnaire ne produit pas automatiquement les mêmes résultats d'un trader à un autre. Justement, comme elle laisse une place à l'interprétation humaine, deux personnes peuvent appliquer la même idée de façon différente et ne pas obtenir du tout les mêmes performances. La réponse numéro 4 est également fausse, car même si le trading constitue donc toujours une part d'incertitude, les résultats ne dépendent pas principalement de la chance et sur le long terme, ce qui fait la différence, c'est surtout la manière dont le trader exécute réellement son approche. Et c'est donc pour cela que la bonne réponse était la réponse numéro 1, car en trading discrétionnaire, deux traders peuvent avoir des résultats complètement différents, simplement à cause de leur discipline et de leur exécution. Par exemple, l'un peut respecter son plan rigoureusement, son risque est resté constant, l'autre peut au contraire manquer un trade, entrer trop tôt ou trop tard, hésiter, forcer une position ou ne pas suivre correctement son plan. Et même si l'approche de base est la même, ces écarts donc d'exécution suffisent largement à produire des résultats totalement différents. On continue, on est bientôt à la fin, restez concentrés. Question numéro 13. Que représente réellement le drawdown maximal d'une stratégie de trading? Premièrement, il représente le pourcentage moyen perdu sur chaque trade lorsque la stratégie traverse une mauvaise période. Deuxième réponse, il représente la plus forte baisse temporaire du capital entre un point haut et un point bas avant qu'un nouveau sommet soit atteint sur votre graphique. Troisième réponse, il représente la plus grande série de trades perdants consécutifs enregistrés sur la stratégie passée. Quatrième réponse, il représente la perte maximale possible que la stratégie pourra atteindre dans le futur. La réponse numéro 1 n'était pas la bonne. Pourquoi? Parce que simplement le drawdown max d'une stratégie de trading représente le plus grand pic baissier historique que le capital que la stratégie a connu durant son test passé. La deuxième réponse est également fausse parce que le drawdown max d'une stratégie n'a rien à voir avec vos graphiques. La quatrième réponse est également fausse, car simplement quand on parle de stratégie testée avec un drawdown max, on parle toujours du passé. Et donc cela n'a rien à voir avec le futur. Parce qu'encore une fois, ce qui s'est passé dans le passé, donc le drawdown max de ta stratégie que tu as testé dans le passé, n'a rien à voir et potentiellement ne reflète pas ce qui va se passer dans le futur. Et donc, tu l'as compris, la bonne réponse était la réponse numéro 3, car oui, le drawdown max représente la plus grande série de trades perdants consécutifs enregistrés sur une stratégie de trading dans le passé. Bien, avant-dernière question et question numéro 14. Pour une personne rapidement impactée émotionnellement par les pertes, quelle stratégie de trading semble la plus adaptée à choisir? Première réponse, une stratégie avec 56% de win rate, un profit factor de 1,60 et un drawdown maximal de 16%. Deuxième réponse, une stratégie avec 48% de win rate, un profit factor de 1,40 et un drawdown maximal de 11%. Troisième réponse, une stratégie avec 61% de win rate, un profit factor de 1,35 et un drawdown maximal de 19%. Quatrième réponse, une stratégie avec 44% de win rate, un profit factor de 1,75 et un drawdown maximal de 18%.
Ici, il n'y aura pas d'explication sur les 4 réponses, mais uniquement sur la bonne réponse. Et la bonne réponse était donc la réponse numéro 2, car même si une stratégie est un peu moins performante sur le papier que ses concurrentes, elle possède le drawdown maximal le plus faible. Et pour une personne donc rapidement impactée émotionnellement donc par les pertes, la meilleure stratégie n'est pas forcément celle qui a les meilleures statistiques brutes, mais souvent celle qui reste la plus supportable mentalement. Et oui, alors certes, c'est une stratégie légèrement moins performante, mais plus facile à tenir psychologiquement. Et donc, mais dans le cas toujours d'une personne et d'un trader faible psychologiquement ou vraiment impacté par ses émotions, aura toujours plus de facilité de choisir une stratégie avec un faible drawdown pour éviter les réactions émotionnelles incontrôlées, les respects du plan et aussi simplement encaisser les phases douloureuses de drawdown. Bien, dernière question et question numéro 15, une stratégie rentable avec des preuves de backtest solides peut-elle malgré tout être non rentable sur une année donnée? Première réponse, non, car un backtest solide est justement donc censé montrer qu'une stratégie reste rentable de façon régulière, y compris sur une base annuelle. Deuxième réponse, oui, car même une stratégie rentable sur le long terme peut traverser une année négative, si son avantage s'exprime moins bien sur cette période. Troisième réponse, non, car si une stratégie termine une année négative, cela signifie donc forcément généralement que son avantage statistique n'était pas réellement exploitable. Et dernière réponse, oui, car une stratégie de trading a obligatoirement une durée de vie. Alors, la réponse numéro 1 n'était pas la bonne, car un backtest solide ne veut pas dire qu'une stratégie sera rentable de façon régulière chaque année. Et un backtest montre qu'une méthode a présenté un avantage statistique sur un grand nombre d'échantillons, mais il ne garantit jamais une performance linéaire ou confortable durant plein de périodes isolées. Et sur un marché qui est présent depuis maintenant 20 à 30 ans, une seule année reste une période très limitée et qui peut tout simplement être défavorable. Maintenant, la réponse numéro 3 n'était pas correcte non plus, car une année négative ne prouvera jamais automatiquement que l'avantage de la stratégie n'était plus exploitable. Et je sais, mais beaucoup de traders font cette erreur en jugeant une stratégie sur une période très courte. Or, une méthode rentable sur le long terme peut parfaitement traverser une période mauvaise sans que cela invalide sa rentabilité globale. Maintenant, tu t'en doutes, mais la réponse numéro 4 est également fausse, car même si certaines stratégies peuvent également donc perdre en efficacité, voire même ne plus avoir de rentabilité dans le temps, le simple fait d'avoir une année négative ne veut pas dire automatiquement que la stratégie est arrivée à la fin de sa durée de vie. Et une mauvaise année peut simplement faire partie de la variation normale des résultats de la stratégie que tu es en train d'utiliser, sans que la stratégie donc soit pour autant morte ou alors simplement inutilisable. Et donc c'est pour cela que la bonne réponse était simplement la réponse numéro 2, car même une stratégie rentable sur le long terme peut tout à fait traverser une année négative sans avoir perdu son avantage statistique. Et en trading, avoir un avantage ne veut pas forcément dire gagner chaque mois ou chaque année, mais produire un résultat positif sur un large panel d'échantillons, donc bien sûr suffisamment large. Et c'est pourquoi même les meilleurs traders de la planète peuvent réaliser donc des années négatives, comme par exemple Ed Seykota, qui est une légende du trading, a quand même transformé donc 5000 $ en 15 millions de dollars et qui lui, même avec sa stratégie, a produit des performances négatives sur certaines années pendant ses 15 ans de trading. Voilà, j'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas et n'oubliez pas de mettre votre score dans l'espace commentaire. En toute transparence, encore une fois, personne ne sera jugé et c'est encore une fois une évaluation pour vous et vos compétences. Si bien sûr ce format te plaît, n'hésite pas aussi à me le dire dans l'espace commentaire et je ferai un épisode 2, un épisode 3, un épisode 4 pour encore une fois valider vos connaissances en trading. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bon trading à tous, prenez soin de vos proches et je vous dis ciao.